Michael, enchanté. Bonjour Zoé. Présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Faucon Michael, j'ai 44 ans, je suis père de 3 enfants et j'ai créé mon entreprise en juillet 2019 comme courtier d'assurance. Et moi, j'ai une question déjà qui me vient à l'esprit. Comment on arrive dans notre vie, dans ta vie du coup, à vouloir être courtier en assurance ? C'est un peu le fruit du hasard en fait. Ah. À la base, je comptais pas du tout travailler là-dedans. Ok. En fait, j'ai eu une enfance un peu complexe où les parents avaient des difficultés à mener les deux bouts. Un papa ouvrier dans une usine et une maman qui travaille dans un supermarché. C'est pas ça qui va te permettre d'avancer dans la vie. Mais ce que j'ai toujours su tout petit, je disais à mes parents, c'est que je sais ce que je veux et je sais que j'arriverai à faire quelque chose. Mais quoi, je le savais pas. Et si tu veux, à 17 ans, j'ai été pris de passion par la philo. Et en fait, j'ai changé d'école pour pouvoir avoir quelques heures de philo, parce que la philo, c'était quelque chose qui me plaisait, me donnait envie, etc. Et en fait, pendant mes études de philo, j'ai rencontré mon épouse. Ouais. Et j'étais persuadé que j'allais rester dans ce monde universitaire de la philo. Étape après étape, chaque année, c'était une victoire. Et c'est petite victoire par petite victoire, je me suis dit, peu importe où j'irai, le plus important maintenant, c'est d'avoir ce fameux diplôme. Ouais. Et après, on verra. Et après, j'arrive, j'ai 23 ans, on termine ses études et je ne sais pas où je vais. Parce qu'en fait, avec un diplôme de philo, à la fois, c'est très joli au mur, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, j'ai commencé à postuler un peu partout. Et je travaillais dans la sécurité à l'époque pour payer mes études. Et je suis resté un peu dans la sécurité, je ne vais pas dire par facilité, mais parce que tout simplement, le job était là, c'était assez sympa, sans plus. Et en fait, sans le savoir, c'est mon épouse qui m'a mis le pied à l'étrier. Elle était prof à mi-temps. Et l'autre mi-temps, elle était gestionnaire sinistre et production dans un bureau de courtage. Okay. Et elle m'a dit, si tu veux, je te donne mon job. Donc, c'est mon épouse qui m'a formé. Mais non dans mon job de courtier et de gestionnaire à l'époque. Et en fait, de fil en aiguille, ce boulot me plaisait bien parce qu'en fait, que ça soit dans la philo ou dans l'assurance, ça fonctionne par des concepts. En fait, ça peut paraître très obscur l'assurance et c'est pas très sexy. Oui, c'est ça. Ou comme la philo, ça paraît très compliqué. Mais en fait, quand tu arrives à comprendre les choses compliquées et les expliquer simplement, ça permet à ce moment-là de mettre de la confiance et les gens se disent finalement ce n'est que ça. Parce qu'en fait, ce qui est détestable dans ce monde, c'est les gens qui font croire qu'ils savent des choses mais qui ne savent pas expliquer les choses simplement. Oui, c'est ça. Et si tu veux, que ça soit dans ce boulot, dans le courtage, et après j'ai bossé 5 ans dans une banque et 10 ans dans une compagnie d'assurance. J'ai vu plein de choses positives et surtout négatives. Et je disais tout le temps à mon épouse, moi, si j'étais le patron, je ne ferais pas ça. Si c'était moi le patron, je vais faire ça. Et ma femme me dit, c'est bien malin de dire que tu veux être le patron. Mais à ce moment-là, fais-le. C'est facile de dire. Et donc, j'étais au bord de la falaise. J'hésitais, est-ce que je plonge ou je ne plonge pas. Et en juillet 2019, j'ai plongé et j'ai créé mon entreprise 4 Trèfles. Mais c'est génial et ça fonctionne bien. Tu es content d'avoir sauté le pas ? Je vais dire oui et non. C'est-à-dire que j'étais content de sauter le pas, mais c'était une inconnue. Quand on travaille pour un fournisseur et qu'on est salarié, même si on signe moins de contrats, tu sais que chaque mois, tu as ton fixe. Oui, tu as un salaire fixe. Tu as ta voiture devant la maison, tu as tes chèques repas, etc. Et donc, finalement, tu peux faire le Mario le temps que tu veux, même si ça se passe moins bien. Les choses, quand même une sécurité. Il y a une sécurité, tu sais que l'argent va quand même rentrer. Et donc, quand je me suis lancé comme indépendant, je faisais le fanfaron, mais la tâche était ardue parce que je passais de un fournisseur à une cinquantaine de fournisseurs. Donc, ce qui veut dire apprendre des nouveaux logiciels, des nouvelles techniques, des nouvelles procédures. Et donc, forcément, intellectuellement, c'était très riche, mais c'était extrêmement épuisant. Ouais. Et il fallait surtout que dans les 6 mois de la création de l'entreprise, que ça fonctionne, parce que j'avais que 6 mois d'économie pour pouvoir... Ah oui. Oui. Et le problème des assurances, c'est que ça fonctionne par des cycles. Et en début de cycle, malheureusement, sauf si on signe un nouveau contrat qui commence tout de suite, c'est 9 mois, 1 an après où je vais commencer à avoir ce roulement. Et ce qui ne m'a pas aidé, c'est qu'au moment, en janvier 2020, où je vois que ça marche suffisamment bien et le roulement commence à arriver, le Covid frappe au mois de mars et là, c'est l'enfer. Mais et c'est pour ça que je disais que c'était positif et négatif. C'était un enfer sur certains aspects, mais c'était extrêmement positif sur d'autres. Par exemple, ce qu'on fait ici aujourd'hui, un podcast, les réseaux sociaux,
je me suis dit, ça sera pour plus tard. Quand l'entreprise fonctionnera bien, c'est le truc sur ta to-do list, tu te dis, un jour peut-être, je vais faire ça. Et finalement, je me suis dit, le téléphone ne sonne plus, il ne se passe rien. Faut faire quelque chose. Tu relèves soit j'abandonnais comme un lâche, soit je me dis, on va redoubler d'efforts, on va faire des trucs que personne ne fait. Et donc, j'ai commencé à faire des publications sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, une chaîne YouTube. Et à partir de là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une sympathie vis-à-vis de ce que je fais. Comme je te disais tout à l'heure, courtier assurance, c'est pas le métier le plus sexy du monde. Oui. Les gens, ils disent, ouais, courtier assurance, tu signes tes papiers, tu les mets dans un tiroir, on passe à autre chose, au revoir. Et le fait de montrer une approche différente, mais en faisant le job, finalement, les gens se sont dit, on peut vraiment lui faire confiance. Comme ici, chez Tipsy Tribe, qui nous accueille gentiment, on travaille vraiment dans une logique de partenariat. Et ce que j'ai toujours voulu, c'est qu'on ne peut pas gagner seul, en fait. Tu ne peux pas dire, moi, je veux avancer et on écrase les autres. Ouais. Donc, en tant qu'indépendant, tu dois te dire, il y a d'autres indépendants et on doit tous gagner, en fait. Et si moi, je gagne, tu gagnes et d'autres personnes gagnent, on avance tous dans la bonne direction, quoi. C'est incroyable. Dis-moi, ça prend énormément de temps d'être entrepreneur. Est-ce qu'il y a une passion ou un hobby que tu as dû mettre de côté suite à l'ouverture de ton entreprise? C'est même l'inverse. Je fais plus de sport qu'avant. Mais non. Mais si. Je suis marathonien, donc je cours entre 3 et 4 fois par semaine. Ok. Et en fait, je fais un truc qui peut paraître très, très bizarre. C'est que je ne peux pas commencer une journée sans faire du sport. Donc, mais je ne le cache pas. Donc, par exemple, sur mes réseaux sociaux, les gens savent depuis très longtemps que quand je vais courir le matin, les clients peuvent m'appeler, j'ai mes écouteurs. Et la seule chose que je ne sais pas faire, c'est prendre des notes parce que je suis en train de courir. Mais les clients, donc s'il y a une conversation, une discussion technique qui ne nécessite pas que je dois se faire signer quelque chose, mais que je peux expliquer, mes clients peuvent m'appeler pendant 1 heure et demie, le temps que je cours. Moi, super. Je rentre, je suis dans de bonnes dispositions parce que j'ai ma dose d'endorphine et autres choses sympathiques qui se passent dans le cerveau. T'es cool et tu peux à ce moment-là faire autant de choses, voire plus de choses en moins de temps. Parce que le truc, c'est que avec le stress, avec l'énervement, dans mon métier, ça ne fonctionne pas. Il faut être le plus lucide, arriver à prendre de l'attitude. Et le sport et la course à pied, c'est une usine à bien-être. Et en même temps, ça me permet de résoudre des problèmes. Si tu veux, au bout de 20-25 minutes de course à pied, il y a des dossiers, je me suis dit comment je vais trouver une solution. Et je les laisse de côté. Et en courant dessus, hop, ça passe. Et je trouve des solutions. Je trouve des solutions. Et encore une fois, le client n'est pas perdant parce qu'on va me dire oui mais il commence ses journées à 10h tous les jours, il a la belle vie. Mais non. Mais ça me permet derrière de faire ce qu'il faut comme il faut et finalement tout le monde est content derrière, quoi. Mais c'est trop bien. Oui, tu gères un petit peu ton planning comme tu veux. Tant que les affaires rentrent et que les choses se passent bien. Que le travail est fait. Moi, que je travaille 2 heures sur la journée ou j'en travaille 14, pour le client, c'est pareil. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'avoir une vraie communication avec mes clients et toujours travailler dans l'intérêt de mes clients. Et ça, je sais, on va me dire, c'est bien de dire ça, t'es gentil, t'es mignon, mais dans la réalité, les gens ne font pas ça. Sauf que moi, j'en ai fait un leitmotiv et c'est quelque chose qui, je ne pourrais pas faire autrement. Donc, par exemple, quand un client, je sais qu'il a le droit à avoir du moins 40%, il reçoit du moins 40%. Et c'est pas parce que tu comprends pas trop ce qui se passe, je ne vais pas m'arrêter à moins 20 en me disant, ça fera des sous. Pour la compagnie et pour moi. Non, on travaille sur la longueur. Je ne changerai jamais. Sur la confiance aussi. Sur la confiance. Et comme je dis à mes clients, moi je travaille avec mes clients comme avec mes enfants, c'est-à-dire qu'on doit avoir une communication vraie. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi je ne vais pas changer de trottoir à un moment donné en me disant « ouais, il a fait ça ». Non, on dit les choses platement et en mode livre ouvert, quoi. C'est génial. On te connaît comme quelqu'un qui casse les codes. Mm-hmm. C'est vrai. Mais dis-moi au moins un seul code qu'il vaut mieux respecter. La loi. dans mon métier, en fait, casser les codes, c'est surtout, je pense, c'est déconstruire l'image grincheuse du monde du courtage. En fait, c'est pas parce que tu as un costard-cravate que forcément ça fait bien. C'est même tout le contraire. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote assez marrante. Il y a quelques années, quand j'étais encore salarié dans une compagnie d'assurance, mon N+1 vient avec moi en visite clientèle. Et quand le patron venait en clientèle avec moi, je mettais bien mon beau 3 pièces, ma belle cravate bien serrée. Et on va chez un client signer des contrats et le client me dit «
où est-ce que tu vas comme ça, Mike? Tu vas à un mariage après. Et le client me dit, mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Mais je dis, c'est l'autre qui veut ça. C'est un peu l'image qu'on a de... C'est l'image, grincheux, ça. Et alors qu'en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Un juste prix, comprendre dans quoi ils s'engagent. Et s'il y a un problème, ils savent qu'ils doivent compter sur toi. Et quand il y a eu les inondations, par exemple, il y a 3 ans, tous ces clients que j'ai, où tu vas sur place et tu les aides, non pas, je ne suis pas pompier, c'est pas moi qui vais construire, rénover les dommages, mais on joue un rôle de psychologue en fait. On est le psychologue de service et cette partie-là, les gens la sous-estiment dans le monde du courtage en disant « Vous savez bien, il a pris ses primes, il reçoit ses commissions tous les mois et c'est bien. » Mais sauf que la vraie vérité, c'est que les gens ont besoin de comprendre dans quoi ils s'engagent et ont expliqué les choses simplement et platement. Voilà, pour que tout le monde comprenne, parce que nous, on n'a pas fait... on ne comprend pas non plus tous les codes des courtiers en assurance. Et c'est malheureusement très subtil avec des termes assez complexes, mais comme je te dis, quand tu aimes ce que tu fais et tu sais de ce que tu fais, tu dois être capable d'expliquer les choses platement et simplement. D'ailleurs, je marche souvent avec des images avec mes clients. Par exemple, quand j'explique une assurance habitation, j'explique en mode Lego. Je dis, voilà, on va prendre telle garantie. Ça, c'est le premier Lego, un deuxième Lego et un troisième Lego. Ce qui se passe, c'est que je dis au client, si tu mets ton troisième Lego, mais que tu veux le premier, ça ne va pas aller. Il doit avoir un ordre. Ça peut paraître idiot, mais les gens disent, c'est comme ça que ça fonctionne. Au lieu simplement d'utiliser les trucs compliqués, explique les choses platement, simplement. Et après, les gens agissent et choisissent ce qu'ils veulent comme ils veulent. Mais merci. Dis-moi, y a-t-il une œuvre d'art, un livre ou alors un film qui t'a inspiré dans ta vision professionnelle de manière surprenante? Est-ce que tu t'es... il y a un film qui malheureusement qui finit malheureusement très mal pour DiCaprio, c'est Le Loup de Wall Street. Le Loup de Wall Street, pour moi, c'est un... J'espère que ça finira pas comme ça. Moi, je ne souhaite pas que ça finisse comme ça, mais surtout la scène avec ses enfants, etc. Enfin, ça, c'est mon côté... peut-être papa poule qui veut pas ça, mais c'est un bel exemple de réussite. Le fait de partir de rien. Tu sais, quand j'ai rencontré mon épouse, j'étais déjà à un stade de ma vie où je me disais, finalement, tu as réussi à trouver quelqu'un de formidable que tu peux vraiment compter dessus. Mm-hmm. Puis on a pu s'acheter une maison. J'ai de la chance d'avoir 3 enfants, de les voir grandir, d'être disponible. Et j'ai ma propre entreprise. Donc finalement, c'est un investissement de dingue, mais c'est une joie extraordinaire, comme faire un podcast avec toi aujourd'hui, quoi. Ah ouais, c'est incroyable ça. Qui l'aurait cru? Si tu avais un conseil pour un entrepreneur qui voudrait se lancer, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Un seul? D'être transparent. Transparent? Oui, parce qu'en fait, il faut... à travers le mot transparent, c'est l'idée d'une communication vraie. Tu vois, peu importe ton métier, peu importe ce que tu fais, si tu dis les choses vraiment, tu plairas pas à tout le monde, mais ça évitera d'avoir pas mal de malentendus. Et donc, je pense que ça soit dans le business, ça soit dans la famille, ça soit en amour, en amitié, le fait de dire les choses telles qu'elles sont, ça fait que tu es clivant, mais en même temps, les choses sont dites clairement. Il n'y a pas d'entourloupe, de feinte, on parle sur le dos d'un tel. Non, les choses doivent être dites clairement, platement. Et une fois que tu fais ça, je pense que les gens qui croient dans ton projet ont plus d'estime et tu auras peut-être moins de gens autour de toi, mais tu auras des gens vrais et authentiques, je pense. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou alors c'est quelque chose que tu as acquéri en fonction de ton métier ou alors tu as toujours été quelqu'un de très transparent, très cash avec les gens? Oui, mais pourquoi je suis devenu comme ça? C'est parce que tout simplement, je viens d'un milieu où on ne prend pas forcément des pincettes pour dire les choses. On dit les choses platement. La seule chose, c'est que j'ai appris avec le temps et avec mes études à le dire d'une façon un peu plus sophistiquée, ou en mettre un peu de crème, mais le principe a toujours été là. J'ai toujours besoin de dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant, comme je te dis, c'est un énorme avantage, c'est un énorme inconvénient. Il y a des gens qui ne le supportent pas, que tu sois comme ça. Mais l'avantage dans tes relations, c'est vrai en fait. On dit les choses telles qu'elles sont, quoi. Il n'y a pas de faux semblant, quoi. Ouais, c'est ça. Et je travaille avec mes tripes, donc forcément, je m'implique peut-être parfois trop, mais au moins les choses sont dites telles qu'elles doivent être. C'est magnifique. As-tu une habitude ou un rituel assez surprenant au quotidien Tu m'as dit que tu courais. Ça, c'est déjà assez surprenant de courir tous les matins. Tu as de la chance. Tout le monde ne peut pas faire ça.
J'ai un rituel que j'adore faire surtout le soir. C'est que dans mon bureau, j'ai la particularité d'avoir une collection de vinyles. Et en fait, je peux pas travailler le soir sans m'ouvrir une petite bière et me taper un des vinyles. Ça peut être dans tous les sens, du jazz, du rock, du rap. Et le fait de devoir physiquement prendre ce vinyle, il y a une vraie envie d'écouter et en même temps de bosser derrière les mails du soir, etc. Et donc, c'est mon petit moment à moi, quoi. C'est cool, pour être chill, quoi. Exactement. Est-ce que c'est un métier qui te pèse? Est-ce que c'est dur d'être assureur comme ça? Ou alors c'est plutôt chill dans ta tête, tu fais bien la part des choses? Ou est-ce que parfois tu as un dossier qui te revient en tête, tu vois, ou de dire... C'est très compliqué. La réponse va être tout et son contraire. C'est-à-dire qu'il y a une charge mentale qui est folle parce qu'en fait, on prend des responsabilités pour les gens de manière assez importante. Selon ce que je vais raconter ou ce que je vais faire, je pourrais détruire financièrement la vie des gens. Et pour éviter ce genre de problème, j'ai un concept que j'ai hérité de ma fille indirectement qui s'appelle la dinette. Je vais t'expliquer ce que c'est. La dinette, oui. Ma fille, quand elle avait 4 ans, il était 6 h du matin, dans mon café, et ma gamine me dit... Papa, c'est quoi courtier d'assurance? Et expliquer courtier d'assurance à une gamine de 4 ans, c'est ça. Accroche-toi. Et puis je la vois avec ses petites tasses, ses petits fruits, ses petits légumes. Et je lui dis, tu sais quoi ma chérie, le métier de courtier de papa, c'est comme ta dinette. Tu as des fruits, tu as des légumes et puis tu as un petit caddie. Dans le caddie, tu vas mettre ce que tu veux dedans, mais tu sais ce que tu vas mettre dedans. Pourquoi tu choisis tel fruit, pourquoi tu choisis tel légume. Eh ben, dans mon métier de courtier d'assurance, je fais exactement la même chose. C'est-à-dire que je ne prends pas la décision pour mes clients de dire on va aller chez tel fournisseur plutôt que tel autre. Je vais dire aux clients, voilà dans le magasin tout ce qui existe. Est-ce que vous avez bien compris ce qu'il y a dedans? Donc en expliquant les choses simplement, platement, avec des images comme les Lego, etc. Les gens vont avec leur caddie, se servent dedans, ils signent, et dans le temps, je leur dis voilà, dans tel timing, il faudra penser à faire telle chose, il faudra envisager telle action. Et ce qui se passe derrière, c'est que comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut être transparent dans ce qu'on fait. Le fait derrière de dire les choses aux clients en disant je vous mets acteur et pas simplement passif dans les actions qu'on va entreprendre, que derrière, les gens ont fait des choix éclairés et ils savent pourquoi ils payent tel budget plutôt qu'un autre. Et ça évite, et ça enlève beaucoup de problèmes. Parce que les clients disent, oui, mais c'est vous le professionnel, c'est vous qui savez. Non. Il faut aussi qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent. Et 2, où est tes priorités? Si par exemple, habiter dans un 2 pièces, pour toi, c'est ta priorité, très bien. D'autres vont me dire, moi, je préfère non pas habiter dans un 2 pièces, habiter dans un château, rouler en Porsche plutôt qu'en Twingo. Moi, je suis personne pour décider de la vie des gens. Mais ce que je dois faire, c'est que les gens sachent dans quoi ils s'engagent, en fait. C'est génial. Si tu devais écrire une lettre à ton toi de 18 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ne change rien. Parce qu'en fait, c'est une question que je me suis déjà... C'est bien que tu me poses cette question. J'ai déjà réfléchi plein de fois. Je lui dirais rien. La seule chose que je lui donnerais comme conseil, c'est simplement d'être peut-être un peu plus patient et peut-être moins angoissé. Parce que... depuis que j'ai 18 ans, pendant pas mal d'années, il y a eu, pas je veux dire un syndrome de l'imposteur, mais le fait de se dire, est-ce que ce que je suis en train de réaliser, est-ce que foncièrement, à un moment donné, ça va déraper? Tu sais, quand tu as l'habitude d'être dans la sinistrose, où tout va mal, on n'a pas d'argent, les familles sont compliquées, tu te dis, ça va m'arriver un jour, parce que toutes les belles choses qui sont arrivées, je me suis dit, ça va casser en fait. Comme si un jour, on va enlever la prise, et tout s'arrête. Et tout va s'effondrer et rien ne va fonctionner. Et le fait d'attraper un peu plus de confiance, de se dire finalement, t'es pas plus con qu'un autre, tu peux y arriver, ça m'aurait peut-être aidé. Mais toutes les étapes, que ça soit la difficulté de mener les études et un boulot sous le côté, le fait d'avoir travaillé dans le courtage, dans la banque, dans une compagnie d'assurance, ça a été des étapes qui m'ont permis d'être ce que je suis maintenant. Et si tu n'as pas ça, ça ne peut pas fonctionner. Et il y a des actions que je fais maintenant, c'est parce que tu n'es que la meilleure version de toi-même, en fait. Tu as fait une sorte de reset en disant, je veux faire mieux parce que justement, tu as connu des moments et des difficultés. Quoi. Donc, à un moment de ta vie, donc, tu t'es déjà dit, je ne vais jamais y arriver.
Et qu'est-ce qui t'a fait rebondir sur ça? Qu'est-ce qui t'a... J'ai toujours cru en moi, en fait. Donc aussi bien, ça peut paraître paradoxal, j'ai pas confiance sur l'avenir, comment ça va se faire, mais j'ai toujours eu le feu sacré et je me suis toujours dit, on va y arriver. C'est un peu comme disaient les Américains, soit je réussis, soit j'apprends, en fait. Il n'y a pas d'échec, en fait. Il n'y a pas d'échec. Mais la seule chose, c'est d'être capable de rebondir. Tu sais, quand on est en décembre 2009, je suis licencié de mon poste dans la banque. J'en ai pleuré 2 jours, mais après, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis qu'il n'y a pas le choix, il faut rebondir. T'as une compagne, t'as un enfant, t'as un crédit sur le dos. Mais soit tu pleures, soit tu essayes de t'en sortir. Et à un moment donné, tu dois prendre ta vie en main et être acteur de ta vie. Et pas simplement subir. Je sais que pour certaines personnes, c'était plus difficile, mais moi, j'ai toujours eu ce tempérament où, à un moment donné, on va provoquer la chance et il y a quelque chose qui va arriver, quoi. Oui, l'âme d'indépendant, j'ai l'impression que c'est en soi. Il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui ne l'ont pas. Exactement. Il y a des gens qui ne seront jamais être entrepreneurs ou alors indépendants. Mais malheureusement et heureusement, dans la société, on a besoin de tout le monde. La question, je pense, c'est d'arriver à être le plus épanoui possible. Et il y a cette phrase d'Aristote que j'aime bien. Il se posait toujours la question de savoir c'est quoi une vie bonne. À partir de quand on peut estimer qu'on est heureux? Pour être heureux, il faut apprendre à l'être. Et les priorités que tu vas mettre derrière, ça dépend de toi. Moi, ma priorité, c'était de créer une entreprise, d'avoir des enfants, rencontrer une femme extraordinaire. Tu sais, t'essayes d'avoir le meilleur, quoi. Oui, c'est propre à chacun aussi. Exactement. Et tu ne peux pas arriver à décider comment y arriver. C'est chacun qui souhaite à sa façon, quoi. Être entrepreneur, ça a l'air d'être la belle vie. Enfin, j'ai l'impression, voilà, c'est bien aussi d'être son patron. Voilà, moi aussi, je suis ma propre patronne, donc c'est cool. Mais est-ce qu'il y a un désavantage à être entrepreneur selon toi? Le problème, c'est qu'on a toutes les casquettes d'une entreprise sur la tête d'une personne ou d'un groupe restreint. Tu dois être à la fois ton community manager, tu dois être à la fois ton comptable, tu dois être à la fois ton juriste, tu dois faire ta prospection, tu dois faire les suivis. Donc, oui, il y a des moments, si on prend un instant T et tu te dis il est encore au resto, il est encore en train de profiter de tel instant, c'est que la toute petite partie de l'iceberg, mais tout ce qui a été fait avant, les gens ne le voient pas. Et j'ai encore eu la remarque, j'ai fait la remarque à un client pas plus tard qu'hier, où un client me dit ouais, franchement, vous avez la belle vie, vous signez des contrats. Avec un contrat, vous gagnez plein d'argent. Se rendent pas compte. Mais ce que je dis souvent aux clients, c'est qu'ils oublient une chose, c'est qu'ils n'achètent pas un contrat, ils achètent 20 ans d'expérience. Donc, à un moment donné, tu dois savoir où est-ce que tu mets ton curseur. Et le marché de l'assurance, comme d'autres business, est très large parce qu'il y a beaucoup de consommateurs qui sont très, très différents. C'est vrai que tout le monde me dit ah oui, mais vous, les indépendants, vous avez la belle vie, vous commencez quand vous voulez, vous n'avez pas d'horaire, mais ils ne se rendent pas compte de la charge aussi de travail qu'il y a à faire derrière. Et toi, tu es tout seul. Et oui, c'est ça. Et tu as surtout le fait que tu n'as pas les filets de protection qu'ont les salariés. Donc, les salariés ont plein de contraintes avec le N+1, N+2 et tout ce que tu veux derrière. Mais nous, on a cet inconvénient que si ça ne fonctionne pas, il n'y a personne qui est là derrière toi pour faire avancer ton business, en effet. Mais c'est la plus belle chose et la pire des choses. C'est ça. Il faut arriver à s'autodiscipliner, quoi. Et justement, je me dis, est-ce que parfois tu as failli faire une erreur qui aurait pu te coûter ton entreprise? Non. Chance, non. Je te dirais la chose inverse, c'est que j'aurais dû la créer avant, en fait. J'aurais peut-être pas dû attendre autant de temps. Ah oui, j'ai attendu trop longtemps parce que je me suis toujours dit oui, plus tard, mais en fait, c'est simplement, encore une fois, une psychose que la société crée. Quand on est à l'école, plus jeune, on ne t'apprend pas à être entrepreneur. Ah non, c'est sûr. On ne t'apprend pas la finance. Ouais. On ne t'apprend pas les règles en société. Et donc, je pense que soit tu as la chance, tu es dans un milieu d'entrepreneur parce que papa, maman ou dans la famille ou les proches sont entrepreneurs. Et là, forcément, tu as cette culture qui est derrière, mais on a plus la culture du salariat et tu as ton petit CDI, mais
qui veut dire tout et surtout rien. Ouais. Parce que quand on le voit malheureusement avec Audi Forêt, du jour au lendemain, on te dit c'est au revoir, clé sous le paillasson, salut quoi. Ouais. Maintenant, oui, l'inconvénient des indépendants, on doit arriver à se réinventer en permanence et tu peux pas vivre sur tes acquis. C'est ça, il faut toujours se réinventer. Pour être entrepreneur, il y a plein de conseils qu'on entend un petit peu partout. Dis-moi, quel est le conseil qui est un peu dangereux ou erroné, qui est faux? Tu vois, que tu as souvent entendu et que tu dis, mais ça, c'est du n'importe quoi. J'aurais du mal à répondre à la question. Moi, ce que je te dirais, c'est que je pense qu'il faut aller chercher un peu partout les réponses, en fait. Que ça soit dans la littérature scientifique, que ça soit la littérature d'entrepreneuriat. Par exemple, je suis en train de lire un livre pour l'instant qui raconte sur le fait que le talent ne fait pas tout. Et je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait juste. C'est que tu ne peux pas croire qu'on est né entrepreneur ou tu es né footballeur. Ouais, en fait, c'est la question, c'est tout ce qui va être de la répétition. Et donc là, je trouve intéressant dans ce livre, c'est qu'ils insistent très fort sur l'idée que c'est pas parce que tu as un talent que tu vas devenir quelqu'un. Quand on demande à Michael Jordan comment il a fait pour devenir une superstar, c'est tout simplement parce qu'il a dit qu'il s'entraînait. Ouais. Kobe Bryant disait la même chose. Les autres s'entraînaient 4-5 heures, moi je m'en entraînais 8, ce qui fait que tu deviens un grand champion. Donc je pense que dans n'importe quelle discipline, le fait de s'entraîner, le fait de devoir devenir la meilleure version de toi-même, c'est ce qui va faire que les choses vont avancer. Maintenant, il y a autre chose, c'est où est-ce qu'on veut mettre le curseur. Et ça, je pense que ça, c'est un excellent conseil à savoir. Il y a un autre livre qui s'appelle Entreprise of One. Et là-dedans, on s'interroge sur jusqu'où doit-on aller pour avoir une bonne entreprise. Et la question, c'est quoi une bonne entreprise, en fait? Est-ce que tu dois avoir 10 salariés? Est-ce que tu te sentiras mieux? Ouais, te mettre à la pression de devoir gérer du personnel et ça sera plus vraiment ton métier. Est-ce que c'est être seul? Est-ce que c'est forcément prendre plus de parts et un chiffre d'affaires plus important? Donc je pense que la vérité est nulle part, en fait. Tout va dépendre par rapport à toi, ce que tu as envie de faire. Et c'est là où je pense qu'on ne peut pas donner de conseils ou estimer quelque chose est mauvais. Il faut arriver à prendre à gauche et à droite les différents éléments pour créer quelque chose, quoi. Est-ce que tu aurais une anecdote à me raconter, peu importe laquelle, avec un client qui t'est arrivé bien ou mal, une anecdote? Ce qui arrive régulièrement, et ça c'est toujours assez cocasse, c'est que par exemple, quand il y a un sinistre, comme je t'ai dit, on est dans l'émotionnel, donc forcément les gens sont facilement à cran. Et t'es un peu psychologue aussi, non? On n'a pas le choix. On est obligé... En fait, tu as deux solutions. Soit tu joues le psychorigide et la loi, c'est la loi, et les règles, c'est les règles. Ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut faire, c'est ménager le chou et la chèvre, que ce soit les experts qui sont sur place et les responsabilités des gens. Parfois, il y a des gens qui te font un dégât des eaux. Oui, on a oublié le petit robinet qui fuit. Ok, mais les assurances sont là derrière pour trouver une solution. Donc, on joue au psy de service, on essaie d'aider les gens. Et ce qui arrive souvent, et c'est ça l'anecdote, mais qui arrive de temps en temps et qui est toujours assez cocasse, c'est que la partie adverse, où le courtier soit n'est pas là, soit ne prend pas le temps d'expliquer comme moi, on règle le problème, on indemnise les clients et derrière, le client me dit « Je ne peux pas aussi devenir client chez vous ?» pour te montrer que même s'il y a une sorte d'opposition, parce que moi, je défends les intérêts de mon client, tu dois avoir une forme de cohérence avec toi-même. Quand un de mes clients fait une bêtise en disant non, là, sur ce coup-là, tu t'es planté, c'est pas bon, je suis le premier à dire, mais quand quelque chose n'est pas juste, je suis là aussi pour le défendre. Et je pense que tout est un peu dans tout. Donc ça soit la communication, la transparence, le fait d'être cohérent avec soi-même fait que les choses vont fonctionner et tu attires des gens et j'attire une clientèle grâce à ça, où les gens disent finalement c'est autre chose que ce que j'ai imaginé. Et sur les commentaires que je vois sur Google ou sur les autres réseaux sociaux, les gens me disent, finalement, ce qu'il dit, il le fait. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et le fait d'avoir cette cohérence dans le temps fait que les choses ne peuvent que bien se passer, quoi. T'es vraiment passionné, on dirait que t'as ça dans les tripes d'être courtier en assurance, franchement. Oui, je sais. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui est fait pour toi. Oui, et pourtant, il y a quelques années, j'aurais pas imaginé... faire ça, mais je pense que quand tu as le feu et que tu es passionné, les gens trouvent ça passionnant, même sur un domaine qui n'est pas funky. Et je pense que derrière le fait de créer un climat de confiance, ça crée quelque chose. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une super anecdote que j'ai eue à la banque. Donc ça remonte, on était en 2007.
Et quelqu'un vient et me demande je pourrais avoir un devis pour un crédit hypothécaire. Et je lui fais le devis. Et mon patron de l'époque me dit qu'est-ce que tu as été perdre ton temps avec ce plouc ça sert... Il ne le dit pas comme ça, mais en plein chat. Tu as vu comment il est habillé, tu as vu ce que c'est. Mais je lui dis toute personne a le droit d'avoir les informations. Et j'oublie cette situation. Et un an ou 2 ans après, je revois une personne qui vient. Je voudrais un rendez-vous avec vous. Ok, rendez-vous, on décide. Et puis, je vois la personne arrive, discute de son projet. Et en discutant de son projet, je lui fais comprendre que malheureusement, mon taux que je lui propose sera beaucoup plus élevé que les concurrents de l'époque. Il me dit, mais t'es complètement givré. On le fait chez toi. Et je lui dis, non, tu vas ailleurs. Et il me dit, non, t'as un truc que t'as pas compris. Il y a 2 ans, quand je suis venu te voir, t'étais le seul qui a pris le temps de m'écouter. Le reste, je m'en fous. Donc ça c'est déjà la première chose. Donc toi, t'as dit que t'étais plus cher, mais il s'en foutait. J'étais plus cher, mais le fait d'avoir été transparent, le fait d'avoir été intègre, c'était important pour lui. Et il y a une anecdote complémentaire qui va avec, et c'est celle qui vraiment m'a bouleversé. Son fils est là, et je sentais que sa femme était un peu tendue pour être certain d'avoir le crédit. Et j'avais à l'époque des pouvoirs jusqu'à 250 000 euros. Alors bien, je crois que c'était 220 230 000 euros. Et je trouvais qu'il fallait que ce moment soit ultra sympa pour eux. Et qu'est-ce que j'ai fait à l'époque ? J'ai enlevé mon veston, j'ai enlevé ma cravate, et je dis au gamin, viens avec moi. On va de l'autre côté, on va dans le couloir. Je lui mets mon veston, je lui mets ma cravate, et je dis, tu appuies sur ce bouton-là quand tu reviens dans mon bureau, et tu dis, félicitations, monsieur, madame, vous avez votre maison. Le père, la mère sont en larmes. Ouais. Mon patron me dit, il a encore fait son barjot de service, mais ça, c'est pas grave. Et il y a 4 ans, 5 ans, on sonne à la maison, je veux un rendez-vous avec vous. Le gamin est revenu avec le bic et il m'a dit, j'avais fait la promesse à mon père, le jour où je m'achèterai ma première voiture, je viendrai chez vous. Oh. Et ça, tout l'argent du monde, ça, il ne te le donnera pas. Ouais. C'est le fait, encore une fois, tu as pris le temps, tu as été respectueux, tu as donné des bonnes valeurs et derrière, tout vient naturellement en fait. C'est génial. Tu parles de transparence depuis le début. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a aussi des choses que tu ne veux pas gérer ? Tu vois, tu dis ce dossier-là, ah non, ces clients-là, genre, je veux pas. Non, tu peux pas. Quand soit l'équation n'est pas bonne ou le tarif n'est pas bon, ce que tu proposes n'est pas bon et on oublie. Mais quand tu as un client, tu vas le gérer. Moi, j'ai un pacte moral avec mes clients. Donc, avant de signer des contrats, déjà, ils voient. En général, ils me connaissent via, ils m'ont vu sur les réseaux sociaux ou autre chose. Je leur fais comprendre comment je travaille, quelle est ma méthode. S'ils ne sont pas d'accord avec ça, pas grave, il y a d'autres courtiers qui font autrement, il y a des compagnies d'assurance directe, mais moi, je ne vais pas dénaturer mon mode de travail pour faire plaisir. Plaisir à quelqu'un, un faire client. Plaisir au client. Parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour créer du sur-mesure pour tout le monde. Non, il y a une méthode. Tu sais, s'il y a des gens qui vont plutôt dans ce supermarché-là plutôt que dans un autre, c'est qu'il y a des raisons. Oui, c'est ça. Soit parce qu'il y a des marques, parce qu'il y a un prix, soit parce qu'ils aiment bien tel ou tel produit. Mais encore une fois, le fait de créer une identité forte fait que ça se passera très bien ou très mal parce que le client me dira « Oh, moi, si j'avais su… » Non, il n'y a pas « j'ai su ». Je vous ai expliqué clairement le canevas. Et il y en a certains qui m'ont dit « Non, mais si vous travaillez comme ça ne me plaît pas. » Je me lève, tu t'en vas et désolé. Et c'est pas que je fais la fine bouche en disant « Ouais, maintenant, il commence à avoir les affaires qui tournent. » Non, le système a toujours été comme ça dès le départ. Et ça te permet, en fait, d'être cohérent de A à Z, en fait. Dis-moi, Michael, où te vois-tu dans 10 ans ? Oula. Avec ton entreprise, est-ce que tu penses engager des personnes ? Est-ce que tu penses être seul encore ? Non, le projet aurait déjà pu être différent pour plein de raisons. J'aurais pu m'associer avec quelqu'un. Finalement, ça ne se fera pas. Grandir, je vais devoir grandir. Parce qu'en fait, ce qui est frustrant dans mon métier, c'est que le vrai temps de conseil est assez limité. Parce qu'en fait, entre l'administration, les procédures, les attestations, etc., la partie administrative, je dirais, c'est entre 60 et 70% de mon temps. Donc, c'est énorme. Ouais. Et donc, l'idée, ça serait d'engager 1 ou 2 personnes pour pouvoir faire cette partie administrative, pour pouvoir me dégager du temps, pour faire les tâches où je peux exceller, donner plus de conseils, aller plus régulièrement chez mes entrepreneurs, parce qu'en fait, tu ne peux pas faire mon métier
sans comprendre le business des autres. Et ça, c'est aussi ce qui fait que je vais devoir engager du personnel. Moi, je ne vois pas mon activité comme simplement faire des contrats. Parce que je t'ai expliqué tout à l'heure, j'ai une méthode, la dinette, on explique aux gens ce qu'il y a derrière. Mais tu ne peux pas derrière aussi le faire si tu ne comprends pas le business des gens. Donc, la première chose que tu fais, les clients, quand ils viennent me voir en me disant « je suis fâché sur mon courtier, je ne suis pas content de tel assureur ou telle compagnie », ils me donnent leur phare d'assurance. Mais je leur dis, en fait, ce n'est pas ça que je dois comprendre. Je dois comprendre votre business. Si tu ne comprends pas le business des clients... Tu ne sais pas te mettre à leur place. Exactement. Et tu ne peux pas savoir ce qu'ils font. Et ça a deux choses. D'une part, le client se dit, waouh, il s'intéresse à mon business. Que tu sois menuisier, que tu construises des joints, que tu fais comme ici de la bière. Ouais. Si tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, je ne pourrais pas proposer quelque chose qui est en adéquation. Et donc, c'est ultra important. Donc, tu vas sur le terrain aussi, tu apprends aussi plein de choses. Ah, c'est extrêmement valorisant et ça fait plaisir d'avoir des entrepreneurs qui partagent la flamme et pourquoi ils ont créé ça. Soit c'est des histoires de famille, soit ils ont une idée qui a fait que... Et c'est pour ça que j'envisage vraiment l'entrepreneuriat où on doit vraiment travailler dans cette logique où on avance ensemble, quoi. Tu m'as dit que tu avais 3 enfants. Oui. Si maintenant ils veulent être aussi entrepreneurs comme toi, est-ce que tu serais réticent ou alors est-ce que tu leur dirais ok, foncez, c'est incroyable, ou est-ce que tu leur dirais avec ton expérience, faites attention les amis? Les enfants entendent suffisamment ce que je raconte parce qu'en fait ils savent par où je suis passé et par où je vais encore devoir passer pour faire avancer le business. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le nom de mon entreprise, c'est déjà l'idée d'une association familiale. En fait, ma société s'appelle 4 trèfles. Donc je m'appelle Faucan, F. J'ai 3 enfants, 3 F plus 1 F, ça fait 4 trèfles. Mais c'est génial ça. Et donc l'entreprise a déjà cette idée d'avoir un esprit familial. Je ne peux pas pousser mes enfants à devenir forcément courtier assurance, mais l'esprit d'entrepreneuriat, oui. Et je pense qu'au plus, malheureusement, et par rapport à cette société qui se passe, c'est que le monde du salariat, je ne vais pas dire qu'il est mort. J'entends pas mal de gens en France ou aux États-Unis qui disent que le salariat est mort. Je pense que le salariat évolue tellement fort qu'à un moment donné, tu as 2 solutions. Soit tu rentres dans une entreprise et tu subis en espérant d'avoir un peu de latitude. Il y a aussi certaines compagnies où ça peut être autrement, mais moi, je reste convaincu qu'on a plus intérêt à créer notre propre business, notre propre richesse, avec malgré toutes les difficultés qui vont avec. Pourtant, tu es issu de 2 parents qui sont salariés. Tout à fait. Comment tu as eu l'idée de te dire... En fait, c'est ce que tu m'as dit. En fait, c'est parce que eux, tu voyais qu'ils étaient dans une case, qu'ils n'avaient pas non plus... ils avaient un salaire, minime. Parce qu'en fait, au niveau sociologique, Pierre Bourdieu disait toujours qu'on reste dans sa bulle d'attraction, c'est-à-dire qu'on reste entre soi à se plaindre, etc. Ouais. Et le fait de m'être extirpé de ça, je me suis élevé intellectuellement et autre chose, mais tu casses les codes et tu n'es plus avec les mêmes personnes parce qu'en fait, on n'a plus les mêmes attentes. Tu sais, quand je finis de bosser, même si je commence assez tard mes journées, quand tu arrêtes de bosser, il est 21h30, 22h, où tu bosses le samedi, le dimanche. Moi, quand je dis bosser, pour moi, c'est pas bosser, c'est pour ma boîte. Ça doit fonctionner. Oui, c'est ça doit tourner. C'est pour moi, ça doit tourner. Donc, je pense qu'on peut plus facilement avoir de la créativité, faire des choses, mais encore une fois, c'est l'équilibre. Parce qu'on n'en parle pas non plus. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui font des burn-out. Pour la charge de travail aussi. Et la charge mentale, arriver à trouver le juste équilibre, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Étant courtier en assurance, qui est sur les réseaux sociaux, est-ce que ça t'a apporté quelque chose ou est-ce que les gens se disent « Oh, celui-là, il veut devenir influenceur comme tout le monde, on ne va pas le prendre au sérieux ». Est-ce que ça t'a avantagé ou alors ça t'a désavantagé d'être sur les réseaux sociaux? Il y a à boire et à manger. Il y a plusieurs motivations qui ont fait que j'ai fait les réseaux sociaux. D'une part, c'est parce que j'aime bien ça. Donc, au début, c'était sur Facebook et je faisais ça en mode privé. J'aimais bien publier des trucs. Donc, je me suis dit, publier des trucs en privé, on pourrait le faire pour mon entreprise aussi. Deuxième chose, je te dirais, ça me permet de travailler ma créativité parce que finalement, mon métier n'étant pas super sexy, ça déconstruit le modèle du vieux courtier grincheux qui est dans son bureau poussiéreux dans son 3 pièces. Donc, on donne une autre image. Et la dernière chose que je te dirais, c'est que ça permet d'attirer au sens noble une clientèle qui soit ne me connaît pas,
ou soit qui ne comprend pas certaines choses. Par exemple, j'ai fait un podcast éducatif où en moins de 2 minutes, je t'explique une assurance auto, une assurance RC exploitation. L'idée, c'est de montrer qu'on peut expliquer les choses simplement, très courtes, et ça permet de légitimer le fait qu'il pourrait venir à mon bureau. Et 2020, l'année du Covid, a eu un énorme impact par rapport à ça. Ouais, bah oui. Parce qu'en fait, avant, les clients, ils venaient chez moi en me disant « Ouais, je suis, mon tonton, mon frère, mon cousin est assuré chez vous. » Bouche à oreille. Voilà, ouais. je viens chez toi, ou ils me découvrent par Google, par mes réseaux sociaux. C'était l'un ou l'autre qui était la porte d'entrée. Maintenant, les gens veulent de plus en plus une double certification. Je te connais parce que mon père, mon cousin, etc. est chez toi. Mais je vais également aller voir qu'est-ce que tu racontes sur Facebook, Instagram, TikTok ou tout ce que tu veux. Et donc, d'une certaine façon, c'est pas publier parce que je trouve ça amusant, c'est une vitrine qui permet aux gens de dire « Vous voyez ce que je fais ?» Entre ce que je vous raconte et la réalité, c'est exactement la même chose, quoi. Est-ce que du coup, tu conseillerais aux entreprises d'être sur les réseaux sociaux, à toutes les entreprises, d'avoir un réseau C'est vital. C'est vital. Les gens, t'as beau être le meilleur, et c'est ce que j'explique souvent à mes clients entrepreneurs, c'est que tu peux être le meilleur dans ton domaine. Si on ne te connaît pas, tu ne vends pas tes produits. Et donc, vu que les gens ont un accès qui est assez dingue au niveau des possibilités, forcément, il faut se démarquer. Et c'est comme ça que moi, je fais des podcasts. J'aime bien raconter des anecdotes et autres pour montrer justement qu'on peut faire les choses, tu vois, d'une certaine façon qui va plaire ou déplaire. Mais la question, c'est, tu sais, moi, je le sais qu'en faisant ça, ça me permet de faire avancer mon business et ma visibilité sur les réseaux sociaux, quoi. Magnifique. Dernière question, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir ? Que mes affaires tournent toujours aussi bien et avoir une santé qui me permette toujours de faire continuer les choses et toujours avoir ce feu sacré qui me motive à me lever jour après jour pour pouvoir faire avancer les choses et proposer de nouvelles possibilités dans mon entreprise, dans mes réseaux sociaux, etc., quoi. C'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup pour cette interview. C'était vraiment très enrichissant. Franchement, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est vrai que mon image a changé des courtiers en assurance. Super, Zoé.